Salut à tous, ici Sonami en direct de Kyoto et pour cet épisode je reviens sur 5 voyages que j'ai fait au Japon et qui m'ont particulièrement marqué pour cette année 2017. BAM! Générique. This is approved by Suriname. Re-bienvenue à tous donc pour ce top 5 de mes voyages au Japon en 2017. Brrrm. Donc en 5e position, j'ai choisi la visite de l'usine Suntory. Donc Suntory, c'est une des 3 grosses marques de bière au Japon, parce qu'il y a Asahi, Kirin et Suntory. Principalement, après il y a d'autres marques, mais on va dire que c'est les 3 plus grosses marques du Japon. Il y a Sapporo aussi. Et donc c'était la première fois que j'allais visiter une usine de bière au Japon, et puis même la première fois que j'avais visité une usine à bière. Et donc c'était assez intéressant. Je suis allé avec donc ma mère qui est française et qui parle pas japonais du tout. Mais en fait ils avaient des audio guides en anglais et en français peut-être il me semble. Mais bref, et en plus c'est très simple d'aller le visiter et c'est gratuit en fait. On a juste à faire une réservation. Soit vous pouvez demander à votre hôtel de faire une réservation pour vous, sinon vous pouvez faire une réservation directement sur internet. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Bon, on visite toute l'usine, donc c'est une usine à bière relativement traditionnelle. Donc on voit comment les bières sont mises en bouteille ou en canette, etc. Comment toute la bière est préparée, etc. Et en plus, après, vous avez le droit à une dégustation gratuite avec des bières qui viennent fraîchement d'être faites, quoi, en fait, et ils vous les servent, c'est des bières pression. Vous avez plusieurs sortes de bières suivant la saison à laquelle vous allez. Vous avez le droit de boire jusqu'à 3 bières. Tout est fait pour que vous vous sentiez bien et pour que vous puissiez profiter dans les meilleures conditions de cette visite. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt assez sympa et je trouvais que la qualité du service était vraiment assez exceptionnel. En plus du fait de visiter une usine et de pouvoir boire un peu de bière, ce qui est toujours assez sympa. Donc en numéro 4, j'ai choisi un voyage que j'ai fait au mois de mai. Alors ce que j'ai vraiment apprécié avec Okinawa, bon déjà Okinawa c'est des plages qui sont paradisiaques, magnifiques. Il fait super beau en règle générale. Moi je suis resté juste dans l'île principale, il y a énormément d'îles, de petites îles à Okinawa. Et si vous allez dans des petites îles très reculées, vous avez une ambiance qui est vraiment particulière, qui est un peu comme si le temps s'était arrêté, avec vraiment une architecture qui va être très traditionnelle, etc. Mais quand vous restez sur l'île principale, c'est un peu plus actif, on va dire. Il y a un peu plus de gens, ça bouge un peu plus. Mais ce qui est vraiment amusant, en fait, intéressant à Okinawa, c'est que vous avez vraiment une espèce de mix total entre la culture américaine et la culture japonaise. Autant on peut sentir des influences de la culture américaine dans le Japon, dans les îles principales du Japon, on peut sentir l'influence américaine sur certains trucs de marketing ou dans certaines marques, dans certains visuels, pour les pubs par exemple, ou des trucs comme ça. Mais à Okinawa, c'est vraiment, vous avez des énormes routes, les gens ont des relativement grosses voitures. Même les portions quand on va au restaurant sont complètement différentes. Là on a des vraies grosses portions à l'américaine un peu et pas des toutes petites portions à la japonaise. Il y a aussi par exemple il y a de la poterie qui est assez réputée à Okinawa. Et si vous avez le permis de conduire ou si vous y allez en vélo, si vous louez un vélo, ce qui est pas mal aussi, parce qu'il va y avoir quelques bus mais il y a très peu de trains. Après si vous voyagez d'île en île, vous pouvez y aller en bateau. Si vous allez sur des petites îles, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une voiture. C'est quand même beaucoup plus pratique si vous avez une voiture pour voir les attractions principales. Cette double influence japonaise, américaine, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc en 3e position, j'ai choisi un endroit que j'ai été visiter pour la première fois cette année. J'ai commencé à faire un film dessus, mais je voulais pas encore publier. Donc c'est le mont Koya. Et le mont Koya, en fait, c'est une énorme montagne au sommet duquel il y a un ensemble de plusieurs temples. En fait, là où se trouve le siège de l'école Shingon du bouddhisme japonais. Et en fait, le mont Koya, c'est là où est enterré en fait Kukai, qui est le maître fondateur de cette école bouddhiste. Et c'est aussi celui qui a qui a fait pour la première fois le pèlerinage des 88 temples de Shikoku en fait. Et comme moi je fais ce pèlerinage chaque année,
Et il y a quelque chose qui est très très mystique en fait dans ce lieu. En plus d'avoir plusieurs temples qui sont vraiment très très anciens, moi ce que j'ai vraiment préféré dans le Mont Koya c'était le Okunoin. Mais en fait Okunoin, il y a énormément de croyants qui ont été enterrés en fait, et on a un énorme cimetière qui se trouve au milieu d'une énorme forêt dans la montagne. Et il y a une ambiance mais complètement où on a l'impression que le temps est suspendu quelque part. On a l'impression que le temps est figé. Et il y a une impression de solennité, c'est pas forcément pesant comme ça peut être parfois quand on va visiter des cimetières, mais c'est une ambiance assez autre, quelque part, comme si on était un peu vraiment entre le monde des vivants et le monde des morts. Voilà, là-bas je voulais visiter le Mont Koya et filmer sur toute la journée. Je me suis retrouvé à filmer quasiment que Okunoin pendant 4 heures, tellement j'étais pris par l'ambiance et par toutes ces sensations avec la mousse comme ça qui commence à envahir un peu toutes les tombes, etc. Enfin moi c'est un des endroits qui m'a marqué le plus cette année. C'est une vidéo que j'ai déjà faite et que vous avez déjà dû voir je présume, donc je vais mettre un petit lien ici. Mais c'est quand j'étais au château de Takeda. Il y avait aussi quelque chose d'un peu mystique dans cette expérience parce que je suis parti, j'ai fini le boulot à 6 h. Et je suis parti du boulot, j'ai été en vélo de nuit, ça a duré à peu près 5 heures. Je me suis reposé devant un combini, un peu à l'arrache, en dormant dans un parking. Et je suis arrivé, sur la fin, je faisais la course avec le soleil parce que je voulais voir vraiment le lever de soleil à 5 heures du matin. Et je voulais arriver au sommet de la montagne qui se trouve en face du château pour avoir la meilleure vue sur la mer de nuages, avant que le soleil soit complètement levé. La dernière montée de la dernière montagne, déjà en vélo c'était très très pénible parce que c'est très très pentu. Et ensuite on gare son vélo et on monte à pied pendant au moins 30-35 minutes. Et vu que j'avais pédalé toute la nuit, j'étais bien crevé en arrivant, sur place, mais il y avait quelque chose de magique quelque part dans le fait d'avoir accompli ça. Enfin c'est une forme d'accomplissement personnel, mais en même temps l'endroit était vraiment particulier, très très impressionnant. C'est quelque chose qui ressemble pas à ce que j'ai pu voir dans d'autres endroits au Japon avec d'autres châteaux, etc. C'était vraiment très très marquant. Le Tokaido. Donc le Tokaido c'est une très très vieille route. En fait c'est l'ancienne route qui reliait Tokyo à Kyoto. Et donc il y a toujours une route, une autoroute et une nationale en fait, qui relie Tokyo à Kyoto, même encore de nos jours. Et donc ça fait à peu près 500 km. Et je me suis lancé un défi en fait et j'ai voulu le faire, donc c'était aussi au mois de mai quand il faisait très beau. J'ai voulu le faire à vélo. Alors comme je peux pas prendre énormément de jours de congé, en tout cas à la suite, à cause de mon boulot, je l'ai fait en fait en 2 fois, et donc au total ça fait 3 jours. J'ai passé à peu près 24 heures sur mon vélo, quoi. Il y a énormément de paysages, il y a le mont Fuji, on le voit d'énormément d'endroits. En plus du fait que c'était à moitié un défi physique, parce que j'ai essayé de le faire dans le minimum de temps possible. On passe par beaucoup de lieux très très historiques. Donc j'avais fait un petit film dessus, mais qui était principalement fait à partir de photos que j'avais prises, parce que je n'étais pas encore en train de filmer à cette époque-là. On part de Tokyo, après on va à Yokohama. Et ensuite on va on commence à grimper à Hakone, donc c'est une très grosse montagne, ça fait 900 mètres de haut, mais à vélo avec toutes les épingles à cheveux, c'était assez difficile on va dire, mais très très marquant. Et donc après on redescend et sur Hakone il y a un énorme lac, donc, où il y a la vue sur le mont Fuji. Et après de là on passe par Shizuoka et on redescend un peu plus vers le sud. Et après on traverse en bateau, donc j'ai pris un ferry, en bateau toute la baie d'Issei. Les gens autrefois partaient d'un des bouts de la baie d'Issei et allaient à l'autre bout en bateau. Et la baie d'Issei c'est là où se trouve, il y a Nagoya un peu au nord. Et il y a surtout le sanctuaire d'Issei, qui est un sanctuaire qui est très très connu au Japon, donc j'avais été le voir pour la première fois. Donc le sanctuaire d'Issei c'est un sanctuaire qui reconstruisent tous les 20 ans en fait.
un endroit différent. Ils le refont à neuf en fait tous les 20 ans. C'est relativement intéressant, mais comme c'est reconstruit tous les 20 ans, en fait on a l'impression d'aller visiter un temple qui vient juste d'être rénové en fait. Et donc on sent pas forcément le poids de l'histoire. Il y a plein de parties qui sont inaccessibles parce que c'est un temple qui est lié à la... Non, pas un temple, excusez-moi. C'est un sanctuaire qui est lié à la famille royale, et donc il y a plusieurs pavillons qui peuvent être visitables seulement par la famille impériale. Après, ce qui est intéressant, c'est que le style est un style très très ancien, c'est pas un style qu'on peut retrouver dans la majorité des sanctuaires ou des temples japonais, même à Kyoto, ce serait plus dans le style un peu Nara ou même antérieur. Et après, donc pour retourner sur Kyoto, donc on passe par le lac Biwa, donc il y a plusieurs montagnes avant d'arriver finalement sur Kyoto. C'était très très éprouvant, mais en plus de la satisfaction de l'avoir fait en très peu de temps, en fait, en à peine 3 jours, le fait de parcourir une route qui a été parcourue pendant des centaines et des centaines d'années par des milliers, ouais, c'est ça, de voyageurs, et parcourir la même route que tous ces gens qui ont contribué à créer l'histoire du Japon, c'est quelque chose qui était qui était très grisant et qui était... comment dire, on se dit, ouais, moi aussi, j'ai fait ce voyage que des milliers de Japonais ont fait avant moi, quoi. Et donc je marchais quelque part sur leurs pas, même si j'étais à vélo, et donc que je marchais pas. Si vous avez un peu de temps quand vous visitez le Japon, si vous avez peut-être si vous voyagez sur un mois ou si vous avez une semaine que vous pouvez consacrer à ce voyage, je vous conseille de louer un vélo et de le faire en vélo. Vous aurez plein de souvenirs assez inoubliables. Voilà, c'est tout pour cet épisode, mes amis. Et j'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche qui vous préviendra quand je mettrai de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, mettez un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, ce qui peut arriver, vous pouvez mettre un pouce vers le bas. Et sinon, vous pouvez mettre des commentaires et portez-vous bien. À bientôt.